Eh bien, dans la presse, un article fort intéressant. Le socialisme américain entre utopie et stratégie. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à mort. Et c'est avec Éric Deguire, qui est venu me voir il y a 2 semaines, Éric. Oui, exactement. Tu avais eu aussi un semaines. papier qui est, écoute, rendu publié partout. C'est épouvantable. Ouais. Enseignant de français, formation générale aux adultes, essayiste, doctorat en études littéraires. Même si le mot est quasi tabou aux États-Unis, le socialisme aura tout de même une influence sur les prochains rendez-vous électoraux à travers l'organisation Democratic Socialist of America, plus connue sous le sigle de DSA. Et là, au Michigan, dans la primaire démocrate, c'est le gars super à gauche qui a gagné. Ça fait qu'est-ce qu'on a à réfléchir et à penser de ça, Éric? Beaucoup de choses. De un, que le socialisme soit un terme évoqué aux États-Unis. Déjà là, ça fait partie de quelque chose qui est... Pour eux autres, c'est Staline, là, direct. Oui, mais c'est ça. Il y a quelque chose de certainement risqué dans cette stratégie, mais je pense que les gens sont devenus tellement un peu désespérés, plusieurs personnes, de leur situation économique. C'était peut-être un peu le même raisonnement avec Donald Trump. OK, mais ça fait plusieurs années qu'on a des présidents relativement modérés, bien présentables, assez dignes, puis là, il faut essayer d'exploser le système. Pas, là, ouais. C'est ça, exactement. Donc là, je vais peut-être donner la chance à George Bush, à Obama. Là, il faut peut-être essayer quelque chose d'un peu plus explosif, d'un peu plus radical dans le style et aussi dans la désignation. Et le socialisme qui a longtemps eu mauvaise presse aux États-Unis, mais maintenant, il y a des gens qui s'en réclament. Donc, je pense que c'est signe qu'ils veulent montrer qu'ils sont sérieux dans leur désir de vraiment réformer les choses. Donc, il dit, tant qu'à faire, on va se réapproprier un terme qui, pendant longtemps, a été un terme dont on voulait se distancer. Et ton titre est évocateur. Tu dis, c'est entre utopie et stratégie. Ouais. Où est-ce que tu mets le curseur? Ben, c'est ça, parce que ici, on a une quinzaine de candidats à date maintenant avec Abdul El-Sayed qui a gagné au Michigan hier. D'autres Écoute, au-delà de son titre, pas de son titre, mais je dirais de son label socialiste, le gars... Il n'y a pas un nom pour plaire à l'électorat de Donald Trump. Ça aussi, on se comprend qu'il est complètement ailleurs. Oui, ça aussi, ça fait partie de la provocation. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un nom de consonance arabe qu'on est nécessairement socialiste, mais ça fait aussi partie de la provocation. On l'a vu à la ville de New York aussi. Bon, New York, ce n'est pas les États-Unis au complet, mais avec Mamdani, bon, c'est quand même signe d'une tendance possiblement. C'est quand même une ville qui est un symbole américain, même si les électeurs de la ville de Manhattan et de l'ensemble de New York, c'est pas représentatif des électeurs partout aux États-Unis. Au Colorado, on l'a vu maintenant avec d'autres candidats qui ont été choisis. Et donc, cette idée, dans cette idée de socialisme, il y a d'une part probablement une stratégie, dans le sens qu'il y a plusieurs des propositions soi-disant socialistes sur le salaire minimum, sur l'accès aux soins de santé, sur le logement, sur la protection de l'environnement. C'est pas du socialisme. Ça, c'est c'est une sensibilité à gauche. C'est ça, exactement, même dans certains cas de centre. C'est des idées progressistes, c'est pas des idées particulièrement socialistes, mais ils se disent avec des soi-disant centristes comme Biden ou Obama, ces idées ont fait du surplace ou peut-être des petits gains. Là, peut-être faudra changer le marketing, faudra changer la stratégie, aller plus dans la provocation. Donc là, on est peut-être dans la stratégie et dans l'utopie, c'est peut-être de dire, mais nous, les socialistes, on ne va pas nécessairement gagner la présidence, on va peut-être gagner des sièges à droite et à gauche, mais on ne va pas nécessairement former un caucus. Mais alors, pourquoi ils gagnent la primaire? Si important que ça. Mais c'est-à-dire, il y en a qui vont gagner. Mais c'est-à-dire, au mois de novembre, il y aura des élections de mi-mandat, il y aura certainement 200, 250, dépendamment des succès des démocrates, qui seront élus à la Chambre des représentants. Peut-être qu'il y a une poignée d'entre eux qui seront réellement identifiés comme socialistes, qui vont s'en réclamer. À l'échelle nationale, ça n'aurait peut-être pas passé, mais au Michigan... Dans certains coins du Michigan, c'est un État où Bernie Sanders avait fait des avancées assez intéressantes en 2016. Le Nord-Est en général. Oui, exactement. Mais aussi dans le Midwest, il y a toujours eu une tradition socialiste. Si on remonte au Wisconsin, à l'Indiana, et même là où le socialisme canadien est né en Saskatchewan. Faut dire aujourd'hui, avec Tommy Douglas, Tommy Douglas qui était le premier ministre de la Saskatchewan, fondateur du NPD. Il y a une tradition un peu qui rejoint peut-être Bernie Sanders, un peu plus rural, un peu plus agricole, qui n'est pas nécessairement en contradiction avec les valeurs chrétiennes aussi, la compassion, la solidarité. Puis des fois, le socialisme peut aller rejoindre ces électeurs-là aussi, possiblement. Et si toi, tu étais le conseiller du Parti démocrate, est-ce que tu penses que à l'échelle des États-Unis,
c'est quelque chose qui vaut la peine de mettre de l'avant des mots qui sont honnis par la droite, littéralement, comme si c'était, je le répète, socialiste égale communiste égale Staline. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais que cette tendance-là qu'on vient de voir à New York et au Michigan, c'est quelque chose qui est gagnant pour l'électorat à gauche, ou tu crois que c'est confiné à des États qui avaient déjà une sensibilité pour ça? Une chose qui est intéressante, c'est qu'on vient briser l'idée qu'il n'y a que deux choix aux États-Unis. Parce qu'on l'entend souvent, parce que lorsqu'on se concentre sur l'élection de présidentielle... Il y a deux partis, mais il n'y a peut-être pas deux choix. Exactement. Parce que lorsqu'on se concentre sur l'élection présidentielle, lorsqu'on est vraiment on ne voit que deux choix, on va regarder un débat télévisé au mois d'octobre, juste avant l'élection présidentielle, on a l'impression qu'il n'y a que deux choix. Mais il faut dire, si on se rappelle, les démocrates, par exemple, ont choisi Joe Biden en 2020, il a été choisi parmi 30 personnes au départ qui se sont lancées dans la course, qui ont participé à des débats. C'était des scènes remplies, plusieurs podiums. Des fois, on devait faire les débats en 2 soirs pour que tout le monde puisse y participer. Donc, les partis politiques aux États-Unis, c'est 2 gros véhicules, mais ils ont de nombreuses factions. De moins en moins, parce qu'ils sont de plus en plus unifiés. À l'époque où il y avait plus de dimensions locales, si on remonte plusieurs décennies, il y avait beaucoup plus de républicains progressistes et de démocrates conservateurs. Il y en a de moins en moins, mais il y a de la variété dans les partis. Puis chez les républicains, il y a eu de la variété dans les dernières années, que l'on aime ou que l'on n'aime pas les politiques qui ont été proposées et le style qui a été proposé. Il y a eu le Tea Party, il y a eu, le populisme de Donald Trump, il y a eu des républicains plus fiscaux, comme Paul Ryan, qui voulaient vraiment équilibrer les budgets, des interventionnistes. Des libertariens. Exactement. Rand Paul, justement, puis même son père, Ron Paul, qui s'est présenté qui est quasiment le père de tout ça. Exactement. Donc, il y a eu le Parti républicain, depuis les succès de Bill Clinton et d'Obama et des victoires à l'arraché sous George Bush, c'est donné la peine de peut-être tenter des nouvelles stratégies. Alors que les démocrates, ils se rabattent sur un centrisme penchant parfois à gauche, parfois à droite, relativement confortable parce que ça leur a donné les succès de Bill Clinton, d'Obama. Et quand ils perdent, ils se disent, mais dans 2 ans, il y a une élection de mi-mandat ou dans 2 ans, il y a une présidentielle. Mais ça veut dire rouler juste sur l'insatisfaction des républicains. En partie et sur des politiques très, très confortables. Et à un moment donné, les gens et il y a ce discours contre les élites. Il est légitime, ce discours-là. Même si des fois il est exagéré, mais c'est cette idée que les démocrates font partie d'une élite économique et culturelle un peu déconnectée. Qui est envoyé un peu. Et donc là, ils tentent une nouvelle stratégie. Et c'est intéressant de voir des factions apparaître dans le Parti démocrate. Et c'est aussi intéressant de voir des débats au sein d'un parti. Non, mais là, tu parles en termes de spectateurs, ou tu penses que stratégiquement, c'est bon pour le parti au final? Stratégiquement, je suis très incertain, mais je trouve que pour l'ensemble de la démocratie, c'est une bonne chose. Okay. Ça se peut que les démocrates pourraient se dire, on va être très, très, très prudent, présenter des candidats de centre, puis on va gagner 1 fois sur 2, puis c'est assez bon comme ça, puis on va pouvoir... Mais en tentant la voie socialiste, c'est peut-être pas celle-ci qui va fonctionner, ça peut-être... parce que les démocrates se demandent comment... Depuis 10 ans, essentiellement, comment contrecarrer Donald Trump. Puis des fois, ils se disent, il faut faire ce qu'on a toujours fait. Ça a fonctionné en 2018 aux élections de mi-mandat, ça a fonctionné en 2020 avec Biden. Puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis d'autres qui disent, mais là, on ne peut pas permettre à Donald Trump de toujours être, ou aux autres Trumpistes, de toujours être un risque qui s'en vient dans 2 ans ou dans 4 ans. Il faut réformer notre parti. OK, bon, c'est intéressant. Hey, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Deguire, enseignant français à formation générale des adultes, essayiste, doctorant en études littéraires. On se revoit? Ça faisait 2 fois, je ne passe pas la dernière. Jamais une 3e, bien sûr. Exact. Écris un autre papier. Moi, quand t'écris de quoi, je t'invite. Merci. Salut, mon vieux. Hey, merci tout le monde. C'était une belle émission encore. 20 secondes. Merci beaucoup. Noah Lepage. Merci, Hugo. Salut, Trollo à part, c'était bien ton truc. Et puis demain, je reviens avec ma belle Isabelle Perron. Ça va être le fun. Et ça a été quand même une très belle émission. Je vous remercie tout le monde. Donc, belle soirée à tous. Et c'est Francis qui s'en vient, mon ami Francis Pack. Bye-bye.